Il existe un moment dans la vie de chacun où le corps commence à murmurer des choses que l'esprit refuse d'entendre, un frémissement discret, presque honteux, comme si quelque chose à l'intérieur se fissurait, sans oser se briser. C'est là que commence le véritable secret psychologique interdit, celui que les écoles modernes réduisent à des mots froids, mais que les anciens sages considéraient comme la frontière la plus dangereuse de l'être humain. Parce que l'équilibre dont tout le monde parle n'est pas un état paisible ou une stabilité idéale, mais une tension sacrée entre trois forces qui ne cessent jamais de tirer dans des directions différentes. Ton corps te réclame le sol, ton esprit exige des explications, et ton âme veut que tu te souviennes d'une vérité que tu as enfouie si profondément que même ton nom ne l'atteint plus. Les neurosciences aiment à dire que ce déséquilibre se manifeste dans des réseaux neuronaux saturés, dans une activité anormale du cortex préfrontal ou dans des interférences entre les circuits émotionnels et cognitifs. Elles parlent de surcharge, de dérégulation, de stress chronique. Mais elles oublient que ces phénomènes ne sont que les ombres visibles d'un conflit invisible. Le cerveau n'est pas le maître, il est l'antenne. Quand l'antenne se brouille, ce n'est pas l'antenne qui souffre, c'est la source qui hurle. Et cette source, les traditions anciennes la connaissaient. Dans le bouddhisme, c'était le souffle qui se détourne de la vérité intérieure. Dans le christianisme mystique, c'était l'âme qui se replie lorsque l'esprit nie ce que le corps vit. Dans la Grèce antique, on parlait de l'être humain suspendu entre Apollon et Dionysos, équilibre fragile entre ordre et vertige. Et quand cet équilibre se perd, même les dieux s'éloignent pour te laisser seul avec ce que tu refuses de voir. Le premier signe n'est jamais spectaculaire. C'est un inconfort diffus, un malaise léger, cette impression que quelque chose est déplacé en toi, sans que tu puisses dire quoi. Tu te réveilles un peu trop tôt, tu respires légèrement de travers, tu t'agaces pour des détails. Puis vient le deuxième signal, le regard qui se trouble, la difficulté à terminer une pensée, la sensation que les sons autour de toi deviennent trop lourds pour tes nerfs. Ce n'est pas du stress ordinaire, c'est la porte qui commence à vibrer. Et si tu ignores ces frémissements, le troisième stade apparaît, une fracture intérieure que tu ne comprends pas tout de suite, mais qui te laisse étranger à toi-même. Tu te regardes dans le miroir et, soudain, tu as l'impression que ce visage pourrait être celui d'un autre. Pas un sentiment dramatique, non, mais un glissement subtil, un décalage qui s'installe comme une brume entre toi et ta propre présence. Ce phénomène ne touche jamais une seule personne. C'est là que l'ombre se fait plus large. Dans une famille, un seul déséquilibre énergétique trouve toujours un écho ailleurs. Les chercheurs parlent de contagion émotionnelle, de synchronisation des états mentaux, d'imitation inconsciente. Mais dans la perspective ésotérique, ce que tu observes n'est rien d'autre qu'une possession collective, une résonance déformée qui se propage de cœur en cœur. Une mère anxieuse transmet sa vibration à son enfant, un père silencieux glisse son poids intérieur dans les gestes de toute la maison. Et plus un groupe est soudé, plus la fissure se répand vite. Ce n'est pas un drame familial, c'est une onde invisible qui cherche un point faible pour s'y installer. Alors, comment te protéger ? Certainement pas en tentant de penser positif ou de te forcer à rester calme. Ces stratégies n'ont jamais guéri personne. La seule protection réelle, celle que les maîtres gardiens secrètes, c'est la conscience. Pas l'analyse, pas la logique, mais cette présence brute, nue, qui observe tout sans chercher à corriger. Lorsque tu sens la fissure approcher, tu dois effectuer une retraite stratégique intérieure. Te retirer de toi-même, te replacer derrière ton souffle, réduire l'espace où les forces peuvent t'atteindre. Ce mouvement n'a rien de mystique. C'est un acte de survie. Reviens à ton axe, replie tes antennes, laisse ton regard intérieur s'ancrer. Tu ne combats rien, tu observes. Et l'observation, dans ces moments-là, est une arme. Car lorsque tu arrives à ce point où tu vois la fissure avant qu'elle ne s'élargisse, lorsque tu sens le chaos frémir sans lui permettre d'entrer, tu comprends enfin une vérité que peu d'humains acceptent. L'équilibre n'est pas une paix durable, c'est une négociation constante entre le visible et l'invisible. Un pacte fragile, un accord mouvant. Et tant que tu en restes conscient, tu n'es pas brisé par la tension. Tu en deviens le gardien. C'est là, exactement là, que ton être commence à s'ouvrir à un autre niveau, celui où l'ombre devient une porte. Et une fois que tu franchis cette porte, rien en toi ne reste tout à fait le même. Tu crois peut-être connaître ton propre esprit, tu crois pouvoir décrire ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux, mais il existe en toi un territoire dont tu n'as jamais vu les frontières, une zone que même les plus grands neurologues ne peuvent cartographier. Un espace où conscience et inconscience se touchent comme deux continents séparés par une faille en mouvement. C'est là que se cache ce que j'appelle le cerveau invisible. Cette partie de toi qui agit avant que tu penses, décide avant que tu comprennes, te guide alors même que tu crois être le guide. Les machines modernes enregistrent l'activité électrique, les fluctuations des synapses, les microsecondes où une décision surgit avant que tu en aies conscience. Mais aucune machine ne peut atteindre la racine lumineuse qui se trouve derrière tout cela. Cette source que les chercheurs perçoivent comme un bruit de fond, alors qu'elle est en réalité ton noyau le plus authentique.
Les universités parlent de réseaux par défaut, d'états de conscience altérés, de circuits inconscients qui façonnent tes comportements. Elles décrivent des zones silencieuses du cerveau, des régions qui ne s'activent que dans les états les plus profonds de méditation, de créativité ou de crise. Pourtant, elles ne comprennent pas ce que signifient réellement ces silences. Pour les traditions anciennes, ces zones ne sont pas inactives, elles sont sacrées. Les yogis les identifiaient comme les chambres internes où se nouent les trois flammes, corps, esprit, essence. Les mystiques chrétiens les ressentaient comme la salle intérieure, cet espace où l'âme écoute ce que le monde extérieur n'a pas le droit d'entendre. Et les chamans les décrivaient comme le seuil des esprits, la frontière où l'humain devient un être double, vivant entre la terre et l'invisible. Quand tu t'approches de ces zones interdites, ton corps réagit avant ton esprit. Le premier signe est presque imperceptible. Un frisson dans la nuque, une légère pression derrière les yeux, comme si une main invisible tentait de redessiner les lignes de ton attention. Tu ne paniques pas, mais quelque chose en toi se tend, comme une bête qui sent l'orage. Puis viennent les signaux plus nets. Les pensées se densifient. Ton regard s'accroche trop longtemps aux objets. Ton souffle devient plus court sans raison. Ce ne sont pas des symptômes d'angoisse, malgré ce que la psychologie moderne te dira. Ce sont des invitations. La conscience te pousse vers un seuil que tu n'as encore jamais osé franchir. Si tu ignores ces signes, si tu continues à vivre mécaniquement, ce seuil se transforme en gouffre. Tu commences à perdre la notion du temps dans des moments ordinaires. Tu oublies des mots simples. Tu sens que ton esprit flotte un peu au-dessus de ta tête. Les neuroscientifiques parleront de dissociation légère, de surcharge émotionnelle, mais la vérité ésotérique est beaucoup plus brute. Une partie de toi tente de sortir de l'illusion, tandis qu'une autre s'y accroche désespérément. Et cette lutte te fissure de l'intérieur. Ce phénomène ne reste jamais isolé. Dans une maison où plusieurs esprits vivent ensemble, l'un qui s'ouvre trop vite entraîne les autres dans une confusion étrange. Les familles ressentent ces déséquilibres comme des tensions soudaines, des silences lourds, des irritations qui n'appartiennent à personne en particulier. Les chercheurs appellent cela synchronisation neuronale, une forme de résonance entre cerveaux humains. Blavatsky, elle, y voyait une contagion karmique. La vibration d'un esprit influence l'autre, comme si une onde subtile traversait tous les êtres proches, mélangeant leurs émotions, leurs intuitions, leurs peurs. Alors comment survivre à l'approche de ces zones interdites ? La première règle est la vigilance. Pas la surveillance anxieuse de toi-même, mais une attention ouverte, presque animale. Tu dois apprendre à sentir le moment précis où ton esprit glisse vers cet espace profond. Quand tu perçois ce glissement, tu ne dois ni te figer, ni t'y abandonner. Tu dois ralentir, comme un marcheur qui avance dans une forêt où le sol pourrait s'effondrer à chaque pas. Respire plus lentement, ramène ton regard à un point fixe, laisse ton souffle redevenir le centre de ton axe intérieur. Cette technique n'est pas un rituel, c'est une manœuvre de survie. Parce que si tu entres trop brusquement dans ces zones invisibles, tu risques d'y perdre le fil qui t'attache au monde. Mais si tu y entres avec conscience, si tu laisses la porte s'ouvrir lentement, alors quelque chose de rare se produit. Tu aperçois les pensées avant qu'elles ne se forment, tu sens tes décisions avant qu'elles n'existent. Tu deviens l'observateur de ce qui te guidait jusqu'ici. Et ce moment change tout, il n'y a pas de retour possible. Tu ne peux plus croire que la surface de ta conscience est ta vraie identité. Tu découvres que tu es beaucoup plus ancien, beaucoup plus vaste, et que ta vie entière n'est qu'une écorce autour d'un noyau incandescent. Et c'est de ce noyau que nous devons parler maintenant, car il est le lien entre toutes tes vies passées et toutes celles que tu n'as pas encore vécues. Et si tu oses le regarder, alors tu comprendras pourquoi ton esprit te mène vers des zones que personne ne devrait explorer sans y être appelé. Quand tu commences à percevoir ce noyau intérieur, cette zone interdite où ton esprit s'ouvre comme une chambre secrète, tu réalises que cet espace n'est pas un simple phénomène biologique, ni une curiosité psychologique. C'est une flamme, ou plutôt trois flammes superposées, invisibles mais brûlantes, que les traditions anciennes ont tenté de décrire chacune à leur manière. Les bouddhistes parlaient du triptyque corps, esprit, conscience. Trois lumières qui, lorsqu'elles vibrent à des fréquences différentes, créent un désalignement qui peut briser une vie entière. Les mystiques chrétiens, eux, parlaient du corps comme du temple, de l'esprit comme du souffle, et de l'âme comme du feu divin, vivant au centre du cœur. Et les mythes grecs tissaient ces idées sous la forme de trois divinités intérieures, une force physique, une force mentale et une force sacrée, chacune demandant un tribut si les autres tentèrent de la dominer. Ce que ces traditions avaient compris, et que la science moderne redécouvre timidement, c'est que l'être humain n'est jamais unifié. Tu n'es pas une seule chose. Tu es un assemblage mouvant de trois courants énergétiques qui tentent de coexister dans un même corps. Et plus tu ignores l'un d'eux, plus les deux autres se détraquent. Les études récentes en psychologie contemplative et en neurosciences montrent que lorsque le corps est négligé, l'esprit se dérègle. Lorsque l'esprit est saturé, le système nerveux s'effondre,
Et lorsque l'âme, ou ce que les chercheurs appellent maladroitement sensation de sens existentiel, est ignorée, les deux autres se fragmentent. Mais ce que les études ne captent pas, c'est la violence symbolique de cette fragmentation, parce qu'elle n'est pas seulement interne, elle résonne dans ta vie tout entière, dans ton sommeil, dans tes relations, dans tes choix. La première flamme, celle du corps, est la plus ancienne. Elle brûle lentement, profondément, comme une braise sous la peau. Elle te prévient par des tensions musculaires, par des lourdeurs, par cette fatigue étrange qui ne vient pas du travail mais d'un conflit intérieur. La deuxième flamme, celle de l'esprit, est rapide, instable, électrique. Elle produit les pensées qui courent trop vite, les peurs sans forme, la difficulté à te concentrer ou à te poser. Et la troisième flamme, celle de l'âme, est silencieuse, presque immobile. Elle ne se manifeste que lorsque les deux autres s'éteignent un instant. C'est elle qui te donne les intuitions soudaines, les pressentiments, les rêves trop clairs. C'est elle qui te parle dans les instants où tout semble perdu. Le déséquilibre commence quand les flammes se séparent. Cela ne fait pas de bruit. Cela n'annonce pas sa venue. Le premier signe est subtil. Tu sens que ton corps demande quelque chose que ton esprit refuse de lui donner. Peut-être du repos, ou du mouvement, ou simplement un espace où respirer. Ensuite, ton esprit se met à lutter contre lui-même, comme si deux voix en toi débattaient d'une décision que tu n'as pas encore prise. Puis la troisième flamme, celle de l'âme, commence à se retirer. Tu ne la remarques pas immédiatement, mais tu perds un sens de direction, une douceur dans le regard, un certain type de paix que tu ne savais même pas posséder. Tu deviens un peu plus lourd, un peu plus sec, un peu plus bruyant à l'intérieur. Et alors, progressivement, la vie extérieure reflète ce désalignement intérieur. Tu remarques que les autres deviennent irritables pour des raisons floues, que les conversations tournent en tension, que les membres d'une même famille semblent respirer dans un même climat émotionnel. Ce n'est pas une coïncidence. Les traditions anciennes savaient qu'un déséquilibre intérieur pouvait contaminer un groupe entier. Les psychologues modernes parlent un peu de résonance affective, d'empathie involontaire, mais les occultistes savaient que ce phénomène allait bien plus loin. L'énergie d'une personne peut altérer le champ subtil d'une autre, comme si leurs flammes intérieures se mêlaient, se copiaient, se déformaient ensemble. Un simple conflit intérieur devient alors une onde, et cette onde peut traverser une maison comme un courant d'air invisible. C'est pour cela que les anciens sages insistaient sur l'harmonisation des trois flammes, pas pour atteindre une illumination idéalisée, mais pour survivre, pour ne pas être consommés par des forces qui ne demandent qu'un moment de faiblesse pour se déployer. Car lorsque ces flammes s'accordent, même brièvement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu sens une clarté qui n'appartient à aucune de tes pensées, une stabilité qui ne vient d'aucun muscle, une douceur qui n'a rien à voir avec les émotions habituelles. C'est ce moment que les mystiques appelaient la seconde naissance. Non pas un miracle, mais un réalignement, une reconnexion avec ce que tu étais avant que les flammes ne se séparent. Et quand tu touches cette harmonie, même pour un instant, tu comprends que le reste de ta vie n'est qu'une quête pour revenir à cet équilibre fragile. C'est cette quête qui définit ton chemin, ton sens, ta douleur et ta puissance. C'est elle qui murmure que tu es fait d'autre chose que de chair et d'idées. Et c'est elle qui nous mène vers ce que les anciens appelaient la véritable reconstruction de l'être. Il y a un moment où le corps commence à parler avant même que l'esprit comprenne qu'il est en danger. Ce n'est jamais un cri, jamais une douleur brutale, jamais un effondrement spectaculaire comme le cinéma aime imaginer. Non, le corps, lui, choisit toujours la voie la plus discrète, la plus intime, comme s'il voulait t'avertir sans te faire honte, comme un ami ancien qui ne veut pas t'effrayer, mais qui refuse de te laisser sombrer. Tout commence par un détail que tu ignores, un battement de cœur un peu trop fort le soir, un muscle qui reste tendu même lorsque tu crois être détendu, un souffle qui se raccourcit sans raison logique. Ce ne sont pas des symptômes physiologiques isolés, ce sont des messages codés que ton corps t'envoie lorsqu'il sent que ton esprit s'éloigne de ton axe intérieur. Et plus tu ignores ces messages, plus ils deviennent persistants, comme des doigts qui tambourinent contre une porte que tu refuses d'ouvrir. Les neuroscientifiques modernes expliquent ces phénomènes comme des réponses du système nerveux autonome, des fluctuations du cortisol, des micro-réactions de stress préconscient. Mais ils ne voient que la moitié du tableau, car ces micro-signes apparaissent toujours avant que le mental ne vacille et avant que l'âme ne se mette à reculer. Ce sont les premiers avertissements d'un désalignement énergétique. Les anciens le savaient, dans les textes bouddhiques, on parlait du vent intérieur qui se trouble lorsque la conscience se détourne d'elle-même. Dans les traditions chrétiennes, c'était le corps qui gémit lorsque l'âme ne trouve plus de place en lui. Et chez les Grecs, on disait que le corps commençait à porter les colères des dieux lorsque l'homme s'éloignait de son destin véritable. Le premier stade est presque invisible. Tu te réveilles plus fatigué que tu ne t'es couché, tu mets un peu plus de temps à te concentrer, tu sens une tension dans la poitrine ou dans la gorge, comme si quelque chose cherchait à s'exprimer à travers toi. Rien d'alarmant, juste un léger décalage, un souffle de travers,
Puis vient le deuxième stade, plus insistant. Le corps commence à se défendre, migraines légères mais fréquentes, irritations cutanées inexplicables, sommeil instable, digestion chaotique. Ce n'est pas le hasard, ni le stress du quotidien. C'est une réaction de l'organisme qui tente de te ramener vers l'axe que tu as abandonné. Le corps n'est jamais ton ennemi. Il est le dernier soldat qui reste fidèle à ta vérité intérieure lorsque ton esprit a capitulé. Le troisième stade est plus inquiétant, car il est le plus silencieux. Ce n'est plus une douleur, ce n'est plus une tension, c'est une absence. Tu perds une partie de ta vitalité sans même la sentir s'en aller. Tu continues à marcher, à travailler, à sourire, mais quelque chose en toi se vide. Les chercheurs parlent de dépression masquée, d'anxiété somatisée, d'épuisement nerveux. Les traditions anciennes y voyaient autre chose, un retrait de l'âme. Une sorte de distance intérieure où ce feu central, cette troisième flamme, se replie dans un coin, laissant le corps fonctionner mécaniquement, comme si une partie de toi avait quitté la pièce, mais laissé les lumières allumées. Et cette phase est dangereuse, car elle ouvre la porte à un phénomène plus sombre, la contamination émotionnelle. Lorsque ton corps se désaligne, il commence à réagir aux tensions des autres, comme si elles étaient les tiennes. Tu absorbes les colères, les angoisses, les fragments de chaos des personnes proches. Une simple conversation te laisse épuisé. Un silence te semble lourd comme une menace. Les psychologues appellent cela hypersensibilité émotionnelle, mais les occultistes savaient que c'était un signe de vulnérabilité énergétique. Lorsque ton axe intérieur se fragilise, ton champ s'ouvre et tout entre, même ce qui ne t'appartient pas. Les familles entières résonnent ainsi, se contaminant les unes les autres par des signaux subtils, par des tensions invisibles, par des vibrations qui s'échangent comme des murmures sombres. Alors, comment reconnaître ces signes avant qu'ils ne deviennent dévastateurs? Premièrement, en apprenant à écouter. Non. Écouter ton cœur lorsque tu es tranquille, sentir ton souffle lorsque rien ne t'agite, observer la manière dont ton corps réagit à certaines personnes, à certains lieux, à certains souvenirs. Le corps ne ment jamais. Il avertit toujours avant que l'esprit ne comprenne. Deuxièmement, en créant des espaces où ton corps peut redevenir ton allié. Silence, lenteur, mouvement simple. Tu n'as pas besoin de méditation spectaculaire ni de rituels compliqués. Tu as besoin d'un retour au rythme naturel, celui qui était le tien avant que les tensions du monde moderne ne t'arrachent à toi-même. Et lorsque tu entres dans cet espace intérieur où le corps se remet à parler doucement, tu découvres une chose essentielle. Il n'a jamais voulu te punir, il n'a jamais voulu t'alarmer. Il voulait seulement te rappeler que tu n'es pas un esprit isolé, ni une âme suspendue dans le vide, mais un être tripartite, tissé d'équilibres fragiles et de vérités profondes. Et c'est dans ce retour à la sensation, à l'écoute, à la vigilance corporelle, que commence la possibilité de te réaligner avant que ta vie entière n'en porte les cicatrices. Le corps est l'avant-poste, le premier gardien, celui qui voit la tempête avant qu'elle n'atteigne l'esprit. Et si tu apprends à l'écouter, alors tu pourras traverser ce qui vient sans rompre. Il arrive un moment où les signes ne sont plus des avertissements, mais des fractures. Ce moment ne se présente jamais comme une explosion. Il ressemble plutôt à une vibration presque imperceptible, comme si quelque chose en toi commençait à se décoller, à perdre son ancrage. Tu continues à fonctionner, à sourire, à répondre aux messages, à accomplir tes tâches, mais un détail fondamental se décompose sous la surface. C'est cela, l'escalade silencieuse. Le point où le désalignement ne prévient plus, où il agit. Et il agit toujours de la même manière, comme une fissure dans une paroi ancienne qui se propage lentement jusqu'à tout engloutir. Les chercheurs en psychologie parlent de micro-ruptures identitaires, de déconnexion progressive entre la perception du soi et la réalité vécue. Ils décrivent des symptômes, baisse de motivation, perte de concentration, irritabilité, déréalisation. Mais ils ne voient que l'ombre du phénomène. Car en vérité, ce qui se produit à ce stade n'est pas une simple fragilisation mentale, mais une rupture énergétique. Les traditions anciennes l'avaient compris depuis des millénaires. Lorsqu'une personne n'est plus alignée avec son axe intérieur, une brèche s'ouvre, et cette brèche attire ce qui résonne avec elle. Autrement dit, tout ce qui est chaotique en toi attire le chaos extérieur. Le premier stade de cette escalade commence par un glissement intérieur. Tu sens que quelque chose se déplace en toi, que tes pensées ne t'obéissent plus, qu'elles prennent une forme étrange, comme si elles n'étaient plus vraiment les tiennes. Tu as l'impression d'être présent, mais pas complètement. Tes émotions deviennent plus denses, plus lourdes, comme si elles se formaient dans un liquide épais. Tu ne comprends pas immédiatement ce qui se passe, car rien n'est dramatique. Mais tout est déformé, légèrement, subtilement, dangereusement. Puis vient le deuxième stade, la réorganisation du chaos. Ce stade est paradoxal, car extérieurement, tout semble normal. Tu travailles, tu parles, tu t'occupes des choses du quotidien. Mais à l'intérieur, tes systèmes se remanient sans toi. Ton esprit cherche des explications pour ce que ton corps ressent, et il n'en trouve aucune.
alors il en crée. Tu deviens plus suspicieux, plus sensible, plus fatigable. Tu prends des décisions rapides, impulsives, comme si tu cherchais à éteindre des feux que personne ne voit. Et c'est là que commence la contamination silencieuse. Les autres sentent que quelque chose a changé, même s'ils ne savent pas quoi. Ton énergie se modifie, ton regard se creuse, ta présence devient instable. Une personne désalignée ne marche jamais seule, elle influence le champ de tous ceux qui l'entourent. Le troisième stade est le plus dangereux, la fragmentation. Ce n'est plus une tension ou une confusion, c'est un morcellement. Tu sens que ton esprit va dans une direction, ton corps dans une autre, ton âme dans une troisième, tu perds le fil de ta propre cohérence. Tu deviens étranger à toi-même dans les moments les plus inexplicables, en préparant un café, en regardant tes mains, en croisant ton reflet. La psychologie appelle cela dissociation, mais les traditions occultes savaient que c'était une séparation des trois flammes, un état temporaire où l'être humain perd son centre et devient vulnérable à toutes les influences extérieures. C'est dans ce stade que surgissent les comportements étranges, les fatigues profondes, les intuitions inquiétantes. Tu ressens les pensées des autres comme si elles étaient les tiennes. Tu absorbes leur colère, leur peur, leur vide. Tu deviens un réceptacle ouvert et tout te traverse comme un vent froid. Et c'est ainsi que la fracture personnelle devient un chaos global, car ce désalignement ne détruit jamais seulement l'individu. Il modifie la dynamique d'une maison, d'un couple, d'un groupe entier. Une seule personne qui se perd influence l'atmosphère de tous les autres. Les chercheurs modernes parlent de systèmes familiaux, de co-régulation émotionnelle, mais Blavatsky aurait dit « Lorsqu'une âme se désaccorde, toutes les âmes liées vibrent avec elle. » Et cette vibration n'est pas métaphorique, elle est réelle, mesurable, presque physique. Les tensions cessent d'être individuelles, elles deviennent collectives. Comment sortir de cette escalade, me demandes-tu ? Certainement pas en forçant ton esprit à se calmer ou en ignorant ce que ton corps crie. Non, la seule manière de freiner la fracture est de retourner à ton axe. Et cela demande un acte rare. Arrêter, pas ralentir, pas réfléchir, pas méditer mécaniquement. Arrêter, suspendre tout. Laisser ton souffle redescendre, laisser tes muscles se délier, laisser ton attention se détacher de ce qui t'entoure comme un animal qui se retire dans l'ombre pour survivre. Ce n'est pas un geste spirituel, c'est un geste vital. Et lorsque tu le fais, tu sens les pièces de ton être se rapprocher lentement, pas parfaitement, pas immédiatement, mais suffisamment pour respirer à nouveau. Et dans cette respiration renaissante, tu comprends enfin que la fracture n'était pas un ennemi, mais un message. Un rappel brutal que tu ne peux pas vivre séparé de toi-même. Que ton corps, ton esprit et ton âme ne sont pas trois domaines indépendants, mais trois gardiens qui, lorsqu'ils se perdent, t'abandonnent au chaos. Et que le chaos n'attendait qu'un seul moment de faiblesse pour entrer. Il existe un phénomène dont personne n'ose vraiment parler, parce qu'il révèle une vérité trop dérangeante sur la nature humaine. L'âme n'est jamais seule. Tu crois peut-être que tes émotions t'appartiennent, que tes pensées émergent de ton esprit, que tes peurs sont le fruit de ton histoire personnelle. Mais lorsque tu traverses un désalignement profond, tu découvres une réalité beaucoup plus vaste. Ce que tu ressens déborde de toi, et ce qui t'entoure entre en toi. L'être humain n'est pas une entité isolée. Il est une membrane, une interface vivante, un canal à travers lequel les vibrations des autres circulent. Les anciens le savaient, une âme perturbée ne se détruit jamais seule. Elle entraîne les âmes liées, comme une corde mal tendue qui fait vibrer toute la structure. Les neurosciences modernes parlent de neurones miroirs, de contagion émotionnelle, de synchronisation collective. Elles observent que, dans un groupe, les stress individuels deviennent des stress partagés, que les systèmes nerveux s'alignent inconsciemment, que les émotions se transmettent comme des impulsions électriques invisibles. Mais elles ignorent encore la dimension spirituelle de ce phénomène, car ce qui circule entre les êtres n'est pas seulement une émotion, c'est une vibration profonde. Un souffle, une empreinte presque karmique. Lorsque l'un se désaccorde, les autres ressentent la dissonance comme une tension dans l'air, une lourdeur dans la maison, un silence chargé d'une énergie inexplicable. Le premier signe de cette contagion de l'âme apparaît dans les familles. Tu le remarqueras si tu observes attentivement. Lorsqu'une personne commence à perdre son axe, les autres deviennent plus irritables, plus fatiguées, plus nerveuses. Les conversations se raccourcissent, les respirations se synchronisent sur un rythme plus instable, les gestes deviennent plus brusques. Rien n'est dit, mais tout est perçu. Les traditions anciennes décrivaient cela comme un vent sombre qui traverse les foyers, un souffle qui transporte les fractures énergétiques d'un membre vers tous les autres. Et lorsque la fracture est profonde, la maison entière se déforme, comme si les murs eux-mêmes retenaient un écho de la tempête intérieure. Dans les foules, ce phénomène prend une amplitude encore plus inquiétante. Observe une place avant qu'un mouvement de panique n'éclate. Il y a toujours un moment de flottement, une vibration collective, un frisson dans l'air. Une seule personne ressent la peur, mais cette peur circule instantanément dans les corps des autres. Ce n'est pas de la psychologie sociale traditionnelle,
C'est une transmission archaïque, presque animale, un héritage des temps où la survie dépendait de la capacité d'un groupe à sentir le danger avant de le voir. Et ce mécanisme, aujourd'hui, fonctionne encore, mais il réagit aussi aux dangers invisibles, aux fractures intérieures, aux déséquilibres spirituels. Une seule âme brisée peut faire vaciller une foule entière. Le phénomène devient encore plus troublant lorsque l'on comprend qu'il ne concerne pas seulement les individus vivants. Les archétypes, ces formes anciennes, ces structures émotionnelles héritées de milliers d'années d'histoire humaine, se réveillent lorsque les êtres humains perdent leur axe. Une peur individuelle résonne avec l'archétype de la fuite, un désespoir isolé réactive l'archétype de la chute, une colère muette alimente l'archétype de la guerre. Les mythes ne sont pas des histoires mortes, ce sont des forces dormantes qui se réactivent dans les moments de chaos personnel et collectif. Et lorsqu'un groupe entier se désaligne, ces forces s'invitent dans la réalité, sans que personne ne comprenne pourquoi tout semble soudain plus lourd, plus sombre, plus instable. Le danger, à ce stade, n'est plus seulement intérieur, il devient global. Une famille en déséquilibre se replie sur elle-même, un couple désaccordé voit ses conflits se répéter comme des cycles karmiques, un groupe chaotique attire les mêmes situations destructrices encore et encore. Ce que la psychologie appelle schéma répétitif n'était qu'un nom moderne pour ce que les traditions spirituelles considéraient comme des boucles énergétiques, des cercles de désalignement qui se reforment tant que l'âme n'a pas retrouvé son axe. Et lorsque ces cercles deviennent collectifs, ils prennent la forme d'un destin partagé, presque inévitable. Alors comment rompre cette contagion invisible ? Comment éviter que le chaos d'un seul ne devienne l'ombre de tous ? Il n'existe qu'une seule solution, brutale et simple, retrouver ton axe avant d'essayer de réparer quoi que ce soit chez les autres. Les anciens disaient « une âme alignée suffit à purifier une maison ». Et cette phrase, si souvent romantisée, est en réalité un avertissement. Lorsque tu te réalignes, ton champ redevient stable. Tu ne te laisses plus envahir par le chaos des autres, et ton propre équilibre devient une barrière, un mur, une lumière qui repousse les vibrations étrangères. Tu cesses d'être un réceptacle, et tu deviens un point d'ancrage. C'est ainsi que commence la guérison. Car lorsque tu réalignes ton corps, ton esprit et ton âme, tu réalignes aussi l'air autour de toi. Les regards s'apaisent, les tensions diminuent, les conflits s'épuisent. Le foyer retrouve un rythme que personne n'avait consciemment perdu. La contagion se renverse, l'ombre reflue. Et c'est alors que tu comprends cette vérité que seuls les initiés osaient transmettre. Une âme déséquilibrée peut détruire un groupe, mais une âme alignée peut le sauver. Il existe un moment dans la descente intérieure où l'être humain comprend que ni la force du corps, ni la logique de l'esprit, ni même les élans de l'âme ne suffisent pour le protéger. Lorsque les flammes sont désaccordées, lorsque les pensées se fragmentent et que les émotions se mêlent à celles des autres, il ne reste qu'une seule arme véritable, la conscience. Non pas la conscience comme concept moral ou réflexe intellectuel, mais cette présence nue, brutale, indestructible, qui demeure derrière toutes les illusions. Les anciens l'appelaient l'œil intérieur, la veilleuse de l'âme, le témoin immortel. Blavatsky parlait de la conscience pure, la seule force que même les ombres ne peuvent manipuler. Et c'est maintenant, précisément maintenant, que tu dois comprendre pourquoi elle est ton dernier bouclier lorsque tout en toi chancelle. Lorsque le désalignement a commencé à infecter ton être, tu as peut-être senti le chaos tenter de s'étendre. Pensées intrusives, émotions qui ne t'appartiennent pas, sensations étranges dans le corps, rêves lourds, silences oppressants. Le système nerveux essaie de se défendre comme il peut. Accélération du cœur, hypervigilance, tension musculaire, mais ce ne sont que des réactions animales. Elles ne te protègent pas de la source du déséquilibre. Cette brèche qui s'est ouverte entre tes trois flammes. Et cette brèche n'est pas matérielle, elle est perceptive. Elle se forme là où la conscience se retire, là où tu passes en pilote automatique, là où tu te laisses envahir par tout ce que tu ne regardes pas avec clarté. La première fonction de la conscience, comme bouclier, est l'observation. Cela paraît trop simple, presque naïf. Mais observe ce qui se passe en toi lorsque tu prends un moment pour vraiment regarder ton chaos intérieur. L'émotion qui semblait monstrueuse devient plus petite. La peur qui semblait étrangère perd un peu de sa puissance. La pensée qui semblait envahissante ralentit. Ce n'est pas une coïncidence. La conscience est corrosive pour les forces obscures. Elle les dissout, comme la lumière dissout l'ombre. Tu n'as pas besoin de te battre contre tes pensées. Tu as seulement besoin de les voir. La deuxième fonction est le recentrage. Lorsque tu te sens submergé, lorsque les émotions des autres t'envahissent, lorsque le monde semble trop lourd, ton axe intérieur disparaît. Tu commences à flotter entre ton corps, ton esprit et tes tensions. Mais le simple acte de revenir à ton souffle, pas un souffle profond, pas une technique calculée, simplement la sensation brute de l'air qui entre et sort, crée une colonne de stabilité autour de toi. Ce souffle n'est pas une respiration ordinaire, il devient un rappel. Je suis ici. Et ce « ici » est l'endroit que le chaos ne peut pas envahir. La troisième fonction de la conscience comme bouclier est la réduction du champ. C'est un secret rarement enseigné.
Les êtres désalignés étendent leur champ énergétique de manière incontrôlée. Ils captent tout, les humeurs des autres, les tensions d'un lieu, les souvenirs enfouis dans l'air d'une pièce, mais lorsque tu ramènes ta conscience vers l'intérieur, ton champ se resserre. Tu deviens opaque aux vibrations étrangères. Ce que tu sentais auparavant comme des intrusions émotionnelles devient un simple murmure lointain. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Les anciens yogis appelaient cela « retirer les antennes ». Les moines chrétiens parlaient de rétrécir le désert intérieur pour que le diable n'y trouve pas d'espace. Blavatsky, elle, disait simplement « ne laisse pas ton âme ouverte lorsque ton esprit est fragile ». La quatrième fonction est l'ancrage, non pas l'ancrage psychologique, mais un ancrage existentiel. Lorsque la conscience descend dans le corps, tu sens un poids, une gravité qui stabilise toutes les flammes. Tu n'es plus dispersé, tu n'es plus à moitié présent. Tu redeviens un seul être. Cet ancrage te donne une résistance étrange. Les émotions passent à travers toi sans te déformer. Les pensées s'agitent sans t'arracher. Les tensions circulent sans t'écraser. C'est ainsi que les maîtres spirituels marchèrent dans les foules sans jamais perdre leur axe. Enfin, la dernière fonction, la plus puissante, est la clarté. La conscience éclairée voit ce qui tente d'entrer. Elle repère immédiatement ce qui n'est pas toi. Une pensée étrangère, une peur irritée, un fardeau familial, une vibration collective. Ce discernement n'est pas intellectuel. Il est instinctif, immédiat, presque viscéral. Et lorsque tu reconnais qu'une émotion ne t'appartient pas, elle perd toute force sur toi. La conscience n'a pas besoin de combattre. Elle refuse simplement d'être possédée. Et c'est dans cette force silencieuse que réside ta véritable protection. Pas dans la méditation parfaite, ni dans les rituels compliqués, ni dans les théories psychologiques, mais dans cette présence brute qui dit « je vois ». Lorsque tu vois, tu n'es plus vulnérable. Lorsque tu es présent, tu n'es plus ouvert. Lorsque tu es conscient, tu n'es plus une victime des forces qui circulent autour de toi. Tu deviens le centre, tu deviens l'axe, tu deviens le point fixe que même le chaos ne peut renverser. C'est ainsi que commence la véritable défense occulte, non pas par des symboles, des prières ou des secrets anciens, mais par ce pouvoir que tu possèdes depuis toujours et que tu avais simplement oublié, la conscience qui veille. Car tant qu'elle veille, rien ne peut t'envahir sans ton consentement. Il y a un moment, dans toute crise intérieure, où même la conscience la plus vigilante comprend qu'elle ne peut plus affronter le monde frontalement. Ce moment n'est pas une faiblesse, c'est un instinct de survie. Les anciens le savaient, lorsqu'une âme se trouve trop exposée, lorsqu'un esprit est saturé, lorsqu'un corps se fatigue au point de perdre sa capacité d'écoute, il ne reste qu'une seule manœuvre possible, la retraite stratégique. Cette retraite n'a rien à voir avec l'isolement social, ni avec le renoncement, ni avec la fuite. Elle est un mouvement intérieur précis, presque chirurgical, une décision silencieuse de retirer tes forces du champ extérieur afin de récupérer ce qui t'a été arraché. Le monde moderne t'a appris à t'épuiser, à répondre, à être constamment présent, disponible, perméable. Tu es bombardé de stimulation, de attentes, de vibrations qui pénètrent ton axe sans t'en demander la permission. Peut-être crois-tu que résister signifie tenir bon, continuer, accélérer, prouver ta force, mais l'être humain est plus ancien que les injonctions modernes. Il porte en lui les réflexes de milliers d'années de survie énergétique. Et l'un de ces réflexes est la retraite. Un guerrier n'entre jamais dans la bataille quand son arme est brisée. Un chaman ne voyage pas entre les mondes lorsqu'il est affaibli. Un moine ne prie pas lorsque son esprit est bruyant. De la même façon, tu ne peux pas te réaligner tant que tu restes exposé. Le premier mouvement de la retraite stratégique est la fermeture du champ. Lorsque tu sens que ton énergie se disperse, que les émotions des autres te traversent, que ton corps sature de micro-signaux contradictoires, tu dois imaginer ton champ se rétracter vers ton centre, comme une sphère chaude qui se resserre au niveau du ventre. Ce geste n'est pas imaginaire, il est physiologique. Le système nerveux parasympathique s'active, le cœur ralentit légèrement, le souffle descend, tu te retires sans te cacher, tu te refermes sans fuir, tu deviens opaque, dense, compact. Le deuxième mouvement est le retrait de l'attention. On croit souvent que l'attention doit être expansive, tournée vers le monde, ouverte aux informations. Mais dans la retraite, c'est l'inverse. Tu rassembles ton attention en un point unique, minuscule, presque imperceptible, un point qui peut être ton souffle, une sensation dans la poitrine, un endroit précis derrière le front. Ce point devient ton refuge. Tant que ton attention reste concentrée là, rien ne peut t'envahir. C'est ainsi que les mystiques traversèrent les tempêtes sans être détruits, non pas en combattant, mais en réduisant leur surface de contact. Le troisième mouvement est la réduction du bruit intérieur. Lorsque tu retires ton attention du monde, quelque chose d'étrange se produit. Ton chaos interne devient plus audible. Les voix mentales, les pensées intrusives, les petites tensions émotionnelles se rapprochent, comme si elles réclamaient enfin d'être vues. La plupart des gens paniquent à ce stade, croyant que la retraite amplifie leur douleur. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce que tu entends maintenant était déjà en toi.
Tu ne l'écoutais pas. La retraite te rend simplement conscient de ce qui te dévorait en silence. Et c'est dans ce face-à-face que commence la guérison. Le quatrième mouvement est le silence. Un silence qui n'a rien de religieux ni de solennel. C'est un silence d'épuration. Un espace où le mental cesse de tenter de résoudre ce qui ne peut pas être résolu par la pensée. Ce silence est le terrain où les trois flammes peuvent se rapprocher à nouveau. Le corps cesse de lutter, l'esprit cesse de s'agiter, l'âme cesse de fuir. Tu redeviens un être unifié, pas parfaitement, pas totalement, mais suffisamment pour reprendre lumière, souffle et direction. La retraite stratégique n'est pas une pause, c'est une reconfiguration. Elle permet à ton énergie de se reconstruire sans que tu t'y opposes. Tu redeviens toi-même à travers un processus involontaire, comme une plaie qui cicatrise sans que tu la regardes. Et lorsque ta force revient, doucement, timidement, mais clairement, tu sens une clarté nouvelle s'installer dans ta poitrine, tu sens ton regard devenir plus profond, ton souffle plus long, tes décisions plus ancrées. C'est alors que tu peux réouvrir ton champ, lentement, délibérément, sans te sacrifier. Et lorsque tu reviens dans le monde après cette retraite, quelque chose chez toi a changé. Tu n'absorbes plus ce qui ne t'appartient pas. Tu ne vibres plus à la fréquence du chaos des autres. Tu deviens un point stable dans l'instabilité collective. Et les anciens disaient que lorsqu'un être atteint cet état, il n'est plus vivant dans le monde, mais présent à lui-même dans le monde. Ce n'est pas une nuance poétique, c'est une différence fondamentale. Tu n'es plus blessé par ce que tu vois. Tu n'es plus traversé par ce que tu entends. Tu marches avec ton axe comme un guerrier qui garde une flamme dans l'obscurité. C'est la technique oubliée des maîtres. Et c'est elle qui prépare le passage vers ce qui vient ensuite. L'étape où l'être découvre qu'il existe un point de non-retour entre la lucidité et la perte de soi. Un seuil où il faut entrer avec une lumière claire, sinon l'ombre te réclamera. Il existe, au cœur de toute transformation intérieure, un seuil que la plupart des êtres humains frôlent, sans jamais oser le nommer. Un passage interdit. Un moment où la lucidité devient tellement profonde qu'elle se rapproche du précipice, et où la perte de soi se camoufle dans la lumière même qui semblait te sauver. Les anciens l'appelaient la zone crépusculaire de l'âme, un territoire où la conscience devient si aiguë, si brillante, qu'elle risque de se retourner contre elle-même. Et c'est précisément là, dans cet espace fragile, que tu découvres si ton réalignement est authentique ou si tu n'as fait qu'arranger les fragments d'un être encore fissuré. Au début, ce passage se présente comme une intensité, tu vois tout avec une clarté nouvelle. Les comportements des autres, les mensonges de ton esprit, les tensions de ton corps, les intuitions de ton âme. Tu te sens presque invincible, comme si une lumière secrète avait enfin été révélée. Les neuroscientifiques décriraient cet état comme une hyperactivation du cortex préfrontal, un pic de conscience réflexive, un élargissement des réseaux attentionnels. Mais cette description, bien qu'exacte, est terriblement incomplète. Car ce que tu ressens n'est pas seulement une lucidité mentale, c'est une ouverture dimensionnelle. Une brèche où les trois flammes, corps, esprit, âme, se mettent à vibrer si fort qu'elles cessent de se distinguer. Et pendant un instant, tu goûtes à ce que les mystiques appelaient la vision unitaire. Mais c'est justement ici que commence le danger, car la lumière excessive peut te brûler. Ce que tu vois soudain en toi, toutes tes contradictions, toutes tes peurs, tous les cycles que tu répètes, peut t'écraser si tu n'es pas stable. La lucidité devient si tranchante qu'elle coule comme une lame entre tes pensées. Tu commences à percevoir les ombres de tes intentions, les résidus émotionnels de ton passé, les fragments d'archétypes qui ont façonné tes gestes sans que tu le saches. Et si ton axe intérieur n'est pas solide, cette clarté te dissout. Le mental moderne appelle cela surcharge introspective, fragmentation cognitive, hyperconscience anxieuse. Les traditions occultes, elles, le désignaient comme la perte du tuteur intérieur, le moment où l'âme glisse hors de son centre et laisse l'être exposé. Au deuxième stade du passage interdit, tu sens que ton identité commence à se fissurer, pas de manière dramatique, pas comme dans les récits exagérés. Non, c'est beaucoup plus subtil. Tu regardes ta main et tu la reconnais, mais quelque chose dans ce geste te semble étranger. Tu parles et tu entends ta voix comme si elle venait d'un autre lieu. Ton corps réagit avant que ton esprit ne comprenne pourquoi. Ce sont de minuscules décalages, mais accumulés. Ils forment un gouffre. Et si tu t'y abandonnes, tu glisses lentement dans un état où tu ne sais plus ce qui est toi et ce qui est l'écho de ce que tu as absorbé des autres. Le passage interdit n'est pas seulement intérieur, il est aussi collectif. Car lorsque tu entres dans cet espace fragile, les âmes autour de toi réagissent instinctivement. Les traditions parlaient d'un réveil des ombres familiales. Les psychologues modernes parlent de transfert, de projection. Mais le phénomène est plus profond. Ton déséquilibre touche les autres comme une onde sombre. Certains deviennent nerveux, d'autres silencieux, d'autres encore inexplicablement froids. Ils sentent que tu franchis une frontière dangereuse, et certains tenteront inconsciemment de te retenir, non par amour mais par peur. Peur de te perdre, oui, mais surtout peur d'être entraîné dans ce lieu où la lucidité devient une brûlure.
Comment traverse-t-on ce seuil sans s'y perdre? Les maîtres étaient unanimes. Il faut une lumière précise, un fil intérieur, un souffle qui ne tremble pas. Dans le passage interdit, tu dois ralentir ta lucidité, la tenir comme on tient une flamme fragile dans une pièce sombre. Tu dois refuser l'excès, refuser l'illusion de tout comprendre, refuser l'orgueil de croire que tu peux disséquer ton âme comme un mécanisme logique. Tu n'es pas un objet d'analyse. Tu es un être vivant, et un être vivant se protège en se tenant à son axe, pas en se découpant en morceaux. À mesure que tu avances, tu découvres que la seule véritable protection, c'est la douceur. Une douceur envers toi-même, envers ton propre regard, envers tes propres démons. Car ce passage n'est pas un lieu pour se juger, ni pour s'effondrer, ni pour se glorifier. C'est un lieu pour voir, voir clairement, mais avec un cœur stable, voir profondément, mais sans violence, voir les ombres, mais sans leur donner ton nom. Lorsque tu arrives de l'autre côté de ce seuil, quelque chose en toi a changé irréversiblement. Tu ne te perds plus dans les illusions, tu ne te perds plus dans les émotions empruntées, tu ne te perds plus dans les archétypes collectifs. Tu marches avec une identité plus silencieuse, plus vraie, plus dense. Ce n'est plus l'identité que tu performais, c'est celle que tu es. Et tu comprends pourquoi les anciens disaient que ce passage n'était pas un rite de mort, mais un rite de naissance. Une naissance qui exige de regarder l'ombre sans lui céder. Et maintenant, il ne reste plus qu'un pas. Comprendre ce que cette transformation laisse derrière elle, et quel écho elle dépose dans ton esprit lorsque tout semble redevenir calme. Lorsque tu franchis le passage interdit, lorsque la lucidité cesse d'être une blessure et devient un feu stable, tu arrives dans un territoire que peu d'êtres touchent volontairement, celui où l'on découvre ce que signifie réellement devenir entier. Contrairement à ce que promettent les discours modernes, l'intégrité intérieure n'est pas un état de paix constante, elle n'est pas une lumière douce, ni un confort, ni une harmonie permanente. Devenir entier, dans le sens où les anciens l'entendaient, est une opération douloureuse, radicale, presque alchimique. C'est une recomposition. Les parties brisées de ton être se soudent, non pas en effaçant leurs fractures, mais en les intégrant dans une structure plus vaste, plus solide, plus vraie. Le premier signe de cette recomposition est étrange. Tu te sens plus lourd, pas fatigué, mais dense. Comme si ton corps avait enfin accepté d'abriter ce que ton âme cherchait à exprimer depuis des années. Ton souffle s'approfondit sans effort, ton regard devient plus lent, plus précis. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais un ancrage. Les neuroscientifiques parleraient aussi que d'une stabilisation du système nerveux, d'un alignement plus constant entre les réseaux émotionnels et cognitifs. Mais cela dépasse la biologie. Tu sens une cohérence nouvelle dans ta propre présence, comme si tu remplissais enfin l'espace intérieur que tu avais déserté pendant tant de temps. Le deuxième signe est encore plus subtil. Les bruits intérieurs diminuent. Les pensées qui te harcelaient n'ont pas disparu. Elles ont perdu leur emprise. Les émotions qui te secouaient deviennent plus lisibles, plus simples. Tu n'es plus pris dans leur tempête. Tu les observes comme des vagues qui se brisent sans te submerger. Les traditions mystiques appelaient cet état le retour du gardien, ce moment où le témoin intérieur reprend son poste. Tu n'es plus dispersé, tu n'es plus un champ ouvert à tous les vents, tu redeviens le centre de toi-même. Le troisième signe est plus inattendu. Le monde extérieur change, non pas littéralement, les gens restent les mêmes, les circonstances restent les mêmes, mais ta perception se transforme. Les conflits perdent de leur intensité. Les tensions familiales se dissolvent plus vite. Les vibrations des autres ne t'envahissent moins plus. Elles glissent contre toi sans te pénétrer. Tu deviens un mur silencieux où le chaos se brise. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. Une présence tellement stable que rien ne peut la déformer. Mais la partie la plus sombre de cette vérité, celle que personne n'ose confesser, est la suivante. Devenir entier implique une certaine solitude. Pas la solitude triste ou abandonnée, mais une solitude consciente. Car lorsque tu vois le monde avec un axe clair, tu remarques ce que les autres ne voient pas, ce à quoi ils s'attachent, ce qu'ils projettent, ce qu'ils fuient. Tu entends les mensonges qu'ils se racontent. Tu perçois les tensions qu'ils ne reconnaissent pas. Tu touches, parfois, la douleur qu'ils refusent de regarder. Et cela crée une distance, un espace invisible entre toi et eux. Non pas parce que tu t'éloignes, mais parce que tu n'adhères plus à leurs illusions. C'est le prix de la lucidité. Les traditions appelaient en ce stade la solitude du sommet. Non pas une punition, mais un ajustement. Car lorsque tu deviens entier, tu ne cherches plus à te dissoudre dans les autres, ni à absorber leurs fragments. Tu n'es plus en quête d'approbation, de refuge, de reconnaissance. Tu deviens un être complet qui marche non pas au-dessus des autres, mais à côté d'eux, sans s'y perdre. Et cette posture transforme toutes tes relations. Elles deviennent plus authentiques, plus simples, plus vraies. Car tu n'entres plus dans le monde pour combler un manque, tu y entres pour partager une présence. Il existe enfin un dernier signe, le plus silencieux, le plus profond, le plus inquiétant. Un écho. Un murmure que tu entends parfois lorsque tout est calme, lorsque le souffle se pose, lorsque le corps s'immobilise. C'est la mémoire de ce que tu as traversé, la trace de ton propre chaos,
l'ombre de l'être que tu étais avant de te reconstruire. Cet écho ne disparaît jamais complètement. Et il ne doit pas disparaître, car il te rappelle que l'équilibre n'est pas un état acquis, mais un exercice constant, que le désalignement peut revenir à tout moment, que les fractures anciennes peuvent se réouvrir, que le chaos rôde toujours à la frontière de ton attention. Mais au lieu d'en avoir peur, tu apprends à l'honorer. Cet écho devient un garde-fou, une boussole, un avertissement doux mais ferme, et lorsque tu l'entends, tu sais que tu dois revenir à ton souffle, à ton axe, à ta flamme intérieure. Devenir entier n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'une vigilance qui ne s'éteint jamais. Et c'est là que se conclut ce voyage, dans ce point où tu sais que tu n'es ni brisé ni invulnérable, mais humain, profondément humain, avançant dans l'ombre avec une lumière que tu portes désormais en toi, et que rien, absolument rien, ne pourra jamais te reprendre.